魔は死ぬ。情熱を帯びた足は破るジャンプ。 Yo les bros, bienvenue dans cette review du chapitre 1081, c'est Goji et j'espère que vous allez extrêmement bien. Oda, c'est un enfoiré quand même, il nous laisse pas le temps de nous remettre de la hype du dernier chapitre et enchaîne avec une nouvelle masterclass, aujourd'hui même. Le passé entre Kuzan et Barbe Noire, le combat de Garp contre son ancien apprenti, l'histoire de l'homme à la cicatrice de feu qui refait surface et par-dessus tout, la fin de Trafalgar Law. Alors les bros, nous allons commencer directement car une très longue vidéo nous attend. Avant ça, lâchez votre meilleur like, je compte sur vous pour qu'on explose des records sur cette review. Abonnez-vous car la semaine prochaine je sors l'une de mes plus longues théories et je vous assure qu'elle va envoyer du très lourd. Rejoignez-moi sur Twitch car dès ce soir vers 20 h on reparle du chapitre 1081 en live. Oula, j'ai eu du mal. Et pour finir, on se retrouve juste après un court placement de produit pour le début de cette analyse. Alors merci les bros. Et à tout de suite. Effectivement, avant de se plonger dans l'analyse de cet incroyable chapitre, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Plus nous passons du temps sur internet, plus nous nous exposons à toute forme de danger pour notre vie privée en ligne. Mais grâce à CyberGhost, le VPN leader mondial dans son domaine, avec ses 15 années d'expertise et plus de 38 millions d'utilisateurs, naviguez librement et en toute sécurité sur l'immense océan qu'est internet. Grâce à son interface fluide et simple d'utilisation, masquez rapidement votre adresse IP et connectez-vous en quelques secondes sur plus de 9000 serveurs répartis dans 90 pays différents. Accédez à des sites d'autres pays qui sont à l'origine bloqués pour vous tout en vous protégeant et surtout en étant parfaitement anonyme, point que CyberGhost lui-même ne conserve pas vos données privées. Mais là où ça peut vous intéresser, c'est sur les 35 services de streaming qui vous seront faciles d'accès, vous permettant de profiter de films, de séries et même d'animes étrangers exclusifs qui ne sont pas encore disponibles en France. Oui, tous les plus grands bangers disponibles sur Netflix ou Disney+ vous seront désormais accessibles et vos abonnements seront enfin rentabilisés. One Piece, Naruto, One Punch Man, vous en avez pour tous les goûts. Sans compter que toute votre famille pourra en profiter car CyberGhost peut être utilisé sur 7 appareils différents et en simultané. Alors si vous êtes tenté et grâce à mon lien de réduction disponible en description, bénéficiez de moins 83% de réduction pour seulement 2,03 € par mois et 4 mois supplémentaires offerts. Vous aurez également une garantie de remboursement de 45 jours, mais je suis persuadé que le VPN le mieux noté de TripAdvisor saura vous ravir pendant cette période. Je vous remercie et je remercie également CyberGhost pour la sponsor. Alors ce chapitre commence de la meilleure des manières puisqu'il reprend directement après la fin du précédent. Rappelez-vous, Garp est venu accompagné du Sword sauver Koby emprisonné sur la ruche. Pour la première fois depuis 25 ans d'histoire, le héros de la marine nous a montré une partie de sa puissance en détruisant d'un seul coup de poing une partie de la ville de la ruche. Aujourd'hui nous avons la suite et difficile d'être déçus avec tout ce qui nous attend. Les émouvantes retrouvailles entre Garp et son apprenti n'ont été que de courte durée car l'un des membres de l'équipage de Barbe Noire passe à l'action, pas n'importe quel puisqu'il s'agit du 10e capitaine titanesque, le dernier qui nous manquait, mais surtout car il s'agit de Kuzan alias Aokiji, l'ancien amiral et également ancien apprenti de Garp. Ce dernier se retrouve donc face à son pire cauchemar, la déchéance d'un ancien élève du côté des hors-la-loi. Tous les deux seront-ils capables de se donner à fond pour autant? Eh bien, c'est là que tous les problèmes commencent. Alors, on peut déjà faire un petit point sur cette partie entre Garp et Aokiji. Tout d'abord, la révélation que l'amiral soit le 10e commandant de Barbe Noire. Là, je dois dire que je suis à la fois pas surpris et dans une incompréhension totale. Effectivement, pourquoi nous faire croire que le 10e commandant est super mystérieux et limite inconnu au bataillon alors que ça fait depuis Dressrosa qu'on nous fait comprendre qu'Aokiji a rejoint les rangs du Yonko? ça a pas de sens. Moi j'avoue être totalement tombé dans le brain d'Oda, je pensais qu'il nous dirigeait vers une autre piste, mais non, c'est bien Aokiji son dernier commandant. Alors, j'ai envie de dire tant mieux, on va pas cracher sur une réponse qu'Oda apporte à l'un de ces 3 milliards de mystères. Bon, maintenant parlons de la relation entre Garp et Kuzan et surtout du déroulement de leur combat. La présence de Kuzan est également une moitié de surprise. D'un côté, je le voyais totalement être en route vers Egghead sur le navire de Barbe Noire, que l'on a vu il y a de ça plusieurs chapitres, tout simplement car c'est une île du gouvernement, Aokiji est un ancien membre de la marine, il y a Robin, on a eu toute l'histoire d'Ohara, bref, ça collait plutôt bien. Mais d'un autre côté, et comme je l'avais dit dans ma review du chapitre 1071, la rencontre entre Garp et Aokiji sur la ruche était totalement envisageable, puisque ces deux marines sont intimement reliées. Oui, rappelez-vous du combat opposant Luffy à Kuzan, ce dernier avait laissé la vie sauve à Luffy, car il aurait une dette envers son grand-père. Plus tard, dans le chapitre 0 et même à la fin de l'Arc Water 7, Aokiji se trouvait aux côtés de Garp et semblait lui vouer une adoration absolument folle. C'est davantage confirmé aujourd'hui puisqu'il est expliqué que Aokiji fut le numéro 1 de ses apprentis et c'est cette même relation qui rend le combat si difficile. On le sait à force de lire One Piece, les duels mettant en scène deux personnages extrêmement liés prenant un chemin différent se déroulent très souvent de la même manière. Les sentiments interfèrent et ben c'est fini. C'est ce qui est arrivé à Garp face à
Luffy durant la guerre de Marineford où il n'a simplement pas pu l'empêcher d'aller sauver Ace, alors qu'en temps normal ça aurait été un jeu d'enfant pour lui de le déchirer. Aujourd'hui nous avons un scénario assez similaire, mais cette fois c'est Aokiji qui a du mal à renier ses sentiments. Comme lui a dit Garp, ceux qui hésitent sont faibles, et Kuzan a donc fait preuve de faiblesse face à lui, en n'assumant pas à la fois ni sa nouvelle position de pirate, ni le fait de devoir affronter à mort son ancien mentor. En gros, il semble que Kuzan n'était pas vraiment déterminé à blesser Garp lorsqu'il a attaqué, d'où les paroles de ce dernier. Ce n'est pas vraiment étonnant et ça nous conforte dans l'idée qu'Aokiji n'est pas devenu méchant, et encore moins du jour au lendemain. À mon sens, ce duel entre Garp et lui confirme déjà que Kuzan ne fait pas partie des Sword. Déjà car lui-même attaque d'autres membres des Sword, ce qui décrédibilise pas mal cette théorie, et parce qu'il a révélé le fonctionnement de cette unité secrète à Barbe Noire dans le dernier chapitre. S'il en fait vraiment partie, il n'avait aucun intérêt à faire ça, si ce n'est que d'être davantage suspecté d'espionnage. Je reste toujours sur l'hypothèse du révolutionnaire. Après avoir été le mentor de Garp, Aokiji aurait rejoint les rangs de son fils, Dragon, pour y exercer sa vision de la justice, celle qui est la plus vraie et la plus pure. Quoi qu'il en soit, cet affrontement est, je trouve, extrêmement compliqué à voir en tant que lecteur. Le passage du côté obscur de Kuzan pourrait symboliser pour Garp un nouvel échec. Lui qui a échoué à mettre Luffy et Ace sur le droit chemin au point de mener ce dernier à sa mort, eh bien il doit maintenant affronter sa pupille qui a rejoint le plus terrible des pirates. On ne sait pas encore pourquoi Garp cultive une haine viscérale envers eux, mais il est clair que la rumeur disant que Kuzan aurait rejoint Barbe Noire a dû lui donner à nouveau ce sentiment tragique d'échec. Et on comprend alors encore mieux pourquoi il tient tant à Koby et ce que sa capture signifie à ses yeux. Barbe Noire, en plus de lui avoir pris Kuzan, de lui avoir pris Ace en quelque sorte, lui aurait aussi pris son dernier espoir, il lui aurait pris Koby. Il n'avait strictement aucune chance de laisser passer un tel affront, et très clairement le scénario où Garp donne sa vie pour sauver celle de Koby n'est pas difficile à imaginer. Je le fais rarement, mais pour conclure cette partie, j'aimerais revenir sur certains détails, comme par exemple Garp qui estime être faible, alors qu'il a littéralement explosé une partie de la ruche qu'avec son poing. Alors, ça m'a fait rire, mais il est surtout pas le seul à se plaindre des ravages du temps, Rayleigh l'a aussi fait il n'y a pas si longtemps. On notera à nouveau la giga synergie du Sword avec la réception aux petits oignons du navire de Garp par Prince Gruss et son fruit du démon. Voir le navire du héros de la marine en plein centre de l'île avec tous les soldats sur le pont prêts à tirer, waouh, ça je dois avouer que c'était une bonne scène comme on les aime. Et pour finir, j'ai beaucoup aimé voir du Luffy dans le caractère de Garp. En effet, ce dernier demande à Aokiji à la fois de dégivrer Hibari, de libérer Koby et de revenir dans la marine. Alors c'est à la fois giga triste, hein, grave aussi, mais c'est quand même un chouïa drôle car d'après Kuzan, c'est une habitude qu'a Garp de lui dire tout ce qui lui passe par la tête sans retenue. Exactement comme son petit-fils qui a fait une action quasiment similaire quand il a affronté Katakuri, chose qui aura également étonné ce dernier. Bref, voilà, j'ai déjà dit dans la dernière review, mais si on peut douter du lien unissant Dragon et Luffy, qui ne se ressemblent pas énormément, Luffy et Garp sont des copies parfaites. Passons à la suite, le flashback d'Aokiji, sa première rencontre avec Teach et le mystère de l'homme à la cicatrice de feu. On remonte un an en arrière sur une certaine île. Un heureux hasard semble avoir mis les pirates de Barbe Noire sur la route de Kuzan. Dans un bar et après avoir gelé une partie de l'équipage de l'empereur, la tension entre ce dernier et l'ancien amiral était palpable. Jusqu'à ce qu'ils partagent nourriture et alcool à volonté, rigolant comme de vieux potes de beuverie. Bon, ce n'est évidemment pas tout, de nombreuses choses sont dites, d'autres sont montrées, et c'est ce que nous allons voir dans cette partie. On va commencer tranquillement par une courte analyse de l'équipage de Barbe Noire. Déjà, et ce qui saute aux yeux, c'est la taille de Sanjuan Wolf qui semble avoir changé du tout au tout d'une page à l'autre. Entre le moment où il est gelé par Aokiji et l'autre où il mange, la différence de taille se voit à l'œil nu. Certes, la perspective de l'image et le fait qu'il soit assis change beaucoup de choses, mais tout porte à croire que Sanjuan Wolf a utilisé son fruit du démon. Rappelez-vous, dans le dernier chapitre, nous apprenions qu'il possède le Dekanomi, le fruit de l'agrandissement ou de la géantification. Pour la première fois, on aurait alors un aperçu de la taille standard de Wolf et de sa taille gigantifiée. Voilà. Ensuite, nous en apprenons un peu plus, mais alors vraiment qu'un tout petit peu plus sur la philosophie de Barbe Noire et des membres de son équipage. En effet, et après que Lafitte ait proposé à son capitaine de récupérer l'incroyable et surpuissant Logia de la glace que possède Aokiji, ce dernier a fait une démonstration de ses pouvoirs pour gêner instantanément Vasco Shot et Pizarro. Ça en dit clairement long sur la puissance de dégénéré que possède Aokiji, il a mis une clim. Bref. Là n'est pas le sujet car Teach n'est étrangement pas plus intéressé par le Logia que par son utilisateur, c'est pourquoi il lui propose de rejoindre son équipage, de devenir l'un des leurs. Et sa justification, elle est plutôt intéressante. Quand tu es pirate,
tant que tes intérêts s'accordent à ceux de ton équipage et que tu es libre, c'est suffisant. Finalement, c'est une philosophie somme toute similaire à celle de Luffy. Avoir des rêves et désirs en commun, après tout, c'est tout ce qui importe pour avoir un équilibre parfait. Là où la différence se fait ressentir avec Teach et Luffy, c'est que forcément, l'un est sanguinaire au possible et n'hésiterait sûrement pas à tuer un de ses Nakama, comme il a déjà fait par le passé, tandis que l'autre, il pourrait au contraire donner sa vie pour eux. Bon, en tout cas, ce discours semble avoir été suffisant pour convaincre Aokiji, qui aurait rejoint Teach suite à cela, et je dois dire quand même que cette scène m'a assez fait douter. Au final, on essaye de trouver une justification à l'alliance entre l'ancien amiral et l'empereur, mais peut-être qu'après tout, il a choisi sa voie, et cette voie l'a poussé vers les ténèbres. Personnellement, j'ai eu tendance à oublier cette possibilité, j'arrive tellement pas à l'imaginer avoir renoncé à ses valeurs que l'idée d'un double rôle m'est venue en tête et n'en est pas sortie. Pourtant, tout comme certains méchants pouvant se ranger du bon côté avec le temps, certains gentils peuvent tout autant rejoindre le rang de leurs pires ennemis. Avant de passer à la suite et à l'analyse de ce mystérieux homme à la marque de feu, projetons-nous à la fin du chapitre et à la grande révélation de la défaite écrasante de Law face à Teach. Après la fin de l'équipage de Kid face à Shanks, voici que Law échoue à son tour à vaincre l'empereur des ténèbres s'étant dressé face à lui. Bien heureusement, Beppo a pu le sauver avant que Barbe Noire ne s'empare de son précieux fruit. Mais l'équipage des Earth Pirates n'est plus, le Polar Tank est détruit, la retraite est forcée. Alors je dois dire n'être absolument pas surpris de ce scénario, au contraire c'était une évidence absolue, Barbe Noire ne pouvait pas perdre ici, pas maintenant, et encore moins face à Law. Même s'il n'y a pas grand chose à dire sur cette fin de chapitre, plusieurs éléments peuvent être à nouveau notés. C'est déjà confirmé, Rocky Port se trouve véritablement sur la ruche. Les 100 pirates dont le cœur fut retiré par Law vivent apparemment dans la peur depuis ce jour-là. Donc oui, c'est bien la ruche que Law a attaqué pour devenir Shichibukai, et c'est bien les citoyens de la ruche que Koby a défendu. C'est très intéressant. Barbe Noire démontre encore une fois son exceptionnelle intelligence et savoir qu'il possède. Sur Amazon Lily, il semblait connaître les Lunarians, une race pourtant très rare. Aujourd'hui, il parvient à reconnaître la forme Sulong des Minx et connaît leur fonctionnement comme sa réaction l'atteste, mais surtout, il connaît le pouvoir ultime du Ope Ope no Mi. Il se pose en effet la question de ce qu'il va bien pouvoir faire du fruit du démon de Trafalgar Law maintenant qu'il l'a à portée de main. Le consommer pour augmenter sa puissance ou celle de son équipage, le vendre car ce fruit est tout de même d'une valeur de 5 milliards de berries, ce qui est exceptionnel, mais surtout de profiter de l'immortalité qu'il confère. À ce jour, seul Doflamingo et Law semblaient connaître ce pouvoir, mais comme on pouvait y attendre du grand Barbe Noire, l'homme ayant analysé de fond en comble l'encyclopédie des fruits du démon, absolument rien ne lui échappe. J'ai alors énormément apprécié voir sa connaissance mais aussi sa maîtrise des fruits du démon, car Teach prouvait être capable à la fois de retirer son pouvoir pour le consommer et à la fois de le retirer sous forme de fruit. Je reste persuadé que c'est un pouvoir propre à son Yami Yami no Mi et que l'éveil du fruit des ténèbres lui permet d'aspirer les autres fruits du démon, expliquant ainsi la facilité qu'il a pour les extraire. Mais pour être honnête, ce que cette scène m'a directement inspiré, c'est que Law va bien devoir utiliser le pouvoir d'immortalité de son fruit dans le futur proche du manga. Car Oda, en plus d'avoir remis sur le tapis cette capacité pour la première fois depuis 2014 ou 2015, il a permis à Law de s'enfuir, ce qui veut dire qu'il tente de le garder en vie pour cette raison-là, pour l'utilisation future du Ope Ope no Mi. Alors oui, désolé, c'est un petit peu triste à dire, mais c'est justement la valeur de sa mort qui fait que Law est encore en vie aujourd'hui. Enfin ça, et la dévotion de Beppo. À notre grande surprise, c'est en plein jour que la forme Sulong tant attendue des Minx de l'équipage de Pirate Hearts fait son apparition. Grâce à un médicament de Chopper, Beppo est parvenu à déclencher à son beau vouloir la forme du lion lunaire. Alors je dois avouer ne pas être très fan de ce scénario, ça casse un petit peu le mythe du Sulong loup-garou se transformant à la pleine lune, mais d'un côté, ça ressemble fortement à une Rumble Ball en fait, que Chopper a légèrement modifié. En effet, rappelez-vous que les Rumble Balls permettent de perturber la fréquence de transformation des Zoan. Les Zoan étaient des animaux, et les Minx étant la race la plus proche de ces derniers, il me semble assez logique qu'une Rumble Ball puisse provoquer une forme de Sulong. Donc c'était une très belle scène, un moment très touchant pour Law, Beppo et le reste de l'équipage qui vont d'ailleurs sans doute s'en sortir car ils sont très à l'aise dans l'eau. Mais j'avoue que j'aurais vraiment préféré que la forme Sulong reste autant rare et mythique qu'elle le fut sur Whole Cake ou Wano Kuni. Pour finir sur cette partie, nous avons désormais la certitude que ce n'est pas Barbe Noire qui se trouve sur Egghead actuellement. Vu qu'il vient à peine de terminer le combat contre Law avec Burgess, Dokyu et Van Augur, eh bien il ne reste que Katarina Devon et Lafitte en fait. Bah oui, Aokiji, Pizarro, Vasco et San Juan Wolf se trouvent actuellement sur la ruche. L'équation est donc assez vite faite. Il va vraiment falloir se méfier de tout une fois qu'on retournera sur Egghead car Lafitte et Devon sont de vrais manipulateurs. L'un peut hypnotiser les gens, l'autre peut prendre leur apparence. Et je vous assure qu'on aura de quoi être totalement parano quand un des Mugiwara agira de manière un peu plus bizarre qu'actuellement. Ça va être vraiment un enfer, mais ce qui est sûr c'est que ce sont les deux seuls personnages qui peuvent actuellement se rendre là où se trouve Luffy. Ok,
on passe désormais à l'une des principales parties de cette review, l'une de celles qui m'aura le plus passionné, la légende de l'homme à la cicatrice de feu. C'est au chapitre 1056 que cet homme fut mentionné pour la première fois, plus précisément par Kid qui s'apprêtait avec son équipage à partir à sa recherche, puisqu'il semble que ce mystérieux personnage détenait un élément clé pour la course au One Piece. Alors que ce nouveau mystère a créé une véritable euphorie, rendant ainsi capable le retour ou l'apparition de personnages mythiques que l'on attend depuis des années dans One Piece, l'arc d'Egghead semblait nous avoir donné une réponse définitive. Il s'agirait simplement de Zoro, ce personnage ayant survécu à l'incident d'Ohara était le candidat parfait. Des connaissances sur le One Piece grâce aux écrits d'Ohara, une cicatrice après avoir survécu au Buster Call, c'était parfait, je vous dis. Cependant, le jeu est relancé aujourd'hui, après les déclarations de l'équipage de Barbe Noire au sujet de ce personnage. Il est celui possédant le dernier Rod Poneglyph, l'ultime clé pour se rendre sur Laftel. Mais au-delà de ça, il navigue sur un bateau noir et peut invoquer des tourbillons et des maelstroms engloutissant tous les navires sur son passage. Une description pour le coup assez éloignée de celle que nous avons de Zoro, vivant aujourd'hui sur Elbaf. L'enquête est donc à nouveau ouverte à cause de ce chapitre. Qui est l'homme à la cicatrice de feu? Quel est son but? Et surtout, quel est son pouvoir? Les amis, bienvenue dans cette nouvelle grande analyse. Là, ça va pas rigoler. Avant de parler de l'identité de ce mystérieux personnage, je dois rapidement vous parler de ses capacités car elles sont déterminantes pour nous aider à découvrir de qui il pourrait s'agir. Lafitte explique donc que cet homme peut littéralement influencer les courants marins ou en tout cas créer un tourbillon dans l'eau afin de couler les bateaux ennemis. Très clairement, et je pense ne pas avoir été le seul, mais l'image du sacro-saint fruit du démon de l'eau, tant attendu, m'est apparue devant les yeux avec un petit halo et des voix d'ange. Et oui, car c'est toujours Lafitte qui précise qu'il pourrait s'agir d'un fruit du démon, d'une capacité spéciale. Évidemment, comment penser à autre chose que le potentiel Logia de l'eau. Bien que ce fruit du démon puisse représenter un véritable paradoxe dans l'univers de One Piece, puisque tout comme moi vous savez très bien que les utilisateurs de ces fruits sont maudits par la mer et perdent leur force au contact de l'eau, il n'est absolument pas impossible qu'Oda ait quand même décidé de l'introduire dans l'œuvre. Après tout, nous avons bien appris des mots de Vegapunk que les fruits du démon sont créés par les souhaits et les désirs d'êtres humains, n'est-ce pas? Et personne dans le monde, en plusieurs centaines ou milliers d'années, n'a rêvé de posséder le pouvoir de contrôler l'eau. Pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, je refuse d'y croire. Et c'est pourquoi ce chapitre pourrait confirmer enfin, après des dizaines d'années de questionnement, l'existence d'un fruit capable de manipuler la mer. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout, gardons cette théorie en tête et commençons à analyser les potentiels suspects. Commençons par le commencement, et si c'était finalement Zoro? La personne l'a vu venir, hein. Bon, alors, je vous explique. Le problème que j'ai avec cet homme à la cicatrice de feu, absolument tout nous le ramène à Zoro. Même encore dans ce chapitre. Écoutez et prenez un petit peu de recul. Dans la chronologie des chapitres, au 1056, Kid et Killer mentionnent ce mystérieux personnage et la clé qu'il possède pour le One Piece. Ok, pas plus d'infos, le mystère est posé. Au chapitre 1066, 10 chapitres plus tard, nous apprenons par Vegapunk que Koara n'est finalement pas détruite et qu'un géant aurait survécu jusqu'à transférer tous les livres restants sur Elbaf. Ici, nous avions la certitude que l'homme à la cicatrice de feu et Zoro étaient la même personne, tout simplement, et comme je disais plus tôt, car tout collait avec son histoire et la tragédie d'Ohara. Blessures, poneglyphes, tout. Et la suite, au chapitre 1071, contribue à fixer cette pensée puisque Kid, qui cherchait cet homme, est tombé comme par hasard sur Elbaf, le lieu où réside Zoro et où un Rod Poneglyph est théoriquement caché. Bon, après ça s'est mal passé, mais vous voyez où je veux en venir. Tous les indices sur ce mystérieux homme menaient à Zoro, et personne n'avait de problème avec ça. Personne jusqu'à aujourd'hui. D'après Lafitte, ce mec navigue sur un bateau noir et coule ses ennemis grâce à des tourbillons. Jusqu'à preuve du contraire, ces précisions ne s'accordent plus à Zoro. Du coup, il y a quand même une hypothèse plus ou moins valable. Zoro est bel et bien cet homme tant recherché, mais ce n'est pas lui qui possède ce puissant pouvoir. Malgré tout, le vrai problème est qu'il n'a aucune raison de naviguer alors qu'il est devenu le gardien des savoirs d'Ohara, sur Elbaf. Cette théorie ne peut pas prendre. Alors même si on ne peut décemment pas exclure à 100% Zoro et le lien qu'il peut avoir avec ce personnage, il y a quand même de grandes chances qu'il s'agisse d'un autre. Et justement, venons-en à la deuxième hypothèse, car ce personnage ne serait nul autre que Shanks le Roux lui-même. Alors oui, c'est étonnant, et non, ne vous insurgez pas, laissez-moi plutôt vous expliquer. Shanks coche beaucoup plus de cases qu'on ne le pense. Kid est le premier personnage à avoir mentionné l'homme à la marque de feu, mais surtout, à l'origine, c'est 7 empereurs qu'il souhaitait défaire. Shanks était son objectif. Pourquoi voulait-il tant vaincre un tel monstre, si ce n'est pour pas récupérer le trésor qu'il garde, ce fameux Rod Poneglyph, exactement comme il l'a fait avec Big Mom. Après tout, Kaido et cette dernière en avaient un, et Shanks connaissait l'emplacement de tous les Rod Poneglyphs, puisqu'il les a vus en accompagnant Roger. S'il voulait empêcher
empêcher ses ennemis d'y tomber dessus, alors il avait effectivement toutes les raisons de le garder pour lui et le protéger. Et justement, quel meilleur endroit qu'Elbaf, la nation des puissants guerriers, pour cacher ce dernier Rod Poneglyph. En plus d'être l'une des îles principales et primordiales de One Piece, et d'être l'un des lieux cités dans le livret Road to Laftel comme potentiel endroit où se cacherait cette stèle rouge, c'est ici que se trouve le fameux Zoro, ce même Zoro que l'on pensait être l'homme à la cicatrice de feu. Est-ce vraiment un hasard que absolument tout orbite autour de ce personnage et de Elbaf, que Shanks apparaisse sur cette île et qu'il a défendu de Kid lui-même cherchant le dernier Rod Poneglyph? Vous l'aurez compris, l'idée est que Shanks soit cet homme, mais que son poneglyph soit protégé par les guerriers d'Elbaf sur leur terre. Cependant, il y a deux problèmes. Shanks a bien une cicatrice, mais elle n'évoque pas de brûlure ou de forme enflammée. Ensuite, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas de fruit du démon ni de bateau noir capable de créer des tourbillons. Alors ça c'est effectivement reconnaissable entre mille puisque c'est Teach qui le lui a infligé. Et pour le coup, elle ne matche pas vraiment avec ce qu'en disent les rumeurs. Par contre, pour les tourbillons, là on tient peut-être un petit truc. Alors je vais être honnête avec vous, je ne suis pas fan du tout de la théorie Shanks possède un fruit du démon. À mon sens, ce mec représente la même forme de puissance brute que Roger et n'a pas besoin d'un quelconque pouvoir démoniaque pour venir à bout de ses ennemis. Par contre, j'ai remarqué un truc. Ça vaut ce que ça vaut, mais lorsque Shanks a sauvé Luffy du monstre marin en sacrifiant son bras, le dézoom de cette scène montre une forme de tourbillon dans lequel se trouvaient les deux personnages. Je pense effectivement qu'il ne s'agit que d'un effet de style, mais 10 ans plus tard, quand Luffy prend enfin la mer et qu'il bat le monstre marin ayant failli le tuer une décennie plus tôt, il ne lui a fallu que quelques cases, quelques instants pour rencontrer cette fois-ci un vrai tourbillon. Un tourbillon assez intense pour emporter l'embarcation de Luffy, ce qui est plutôt étrange car de tels phénomènes marins et climatiques se trouvent plutôt sur Grand Line que sur East Blue. Et si ce vortex avait pris naissance à l'endroit même où Shanks avait utilisé son Haki des rois 10 ans plus tôt, que c'est lui qui en est à l'origine et que c'est lui qui coule aujourd'hui des navires en utilisant ce même pouvoir. Je reste quand même pas giga convaincu, je vais pas vous le cacher, mais si je vous ai exposé cette théorie, c'est que j'y trouve des points très intéressants et rien que l'argument du Rod Poneglyph gardé par Shanks suffit amplement à y donner une forme de cohérence. Également, et pour finir, nous avons pu voir dans ce chapitre que la destruction d'un bateau est le symbole de fin d'un pirate, d'un équipage. Ce fut le cas pour l'eau, mais ce fut également le cas pour Kid. Ainsi, et si Shanks est véritablement cet homme ou lié à ce dernier, il pourrait justifier la destruction des bateaux de ses ennemis comme la fin de leur périple, la fin de leur rêve. Simplement car il attendrait l'arrivée du fameux Joy Boy pour lui remettre ce dernier Rod Poneglyph, et son rôle en attendant est de repousser et remettre sur le droit chemin les âmes perdues tentant d'obtenir la clé ultime pour Laftel. Bon, on peut être convaincu ou non par mes hypothèses, elles n'en restent pas moins intéressantes. Si, je vous assure. Cependant, ce n'est pas fini. Bien au contraire, il reste encore beaucoup de prétendants à analyser et on enchaîne tout de suite sur Garp et Dragon. Oui, ce n'est pas un mais deux personnages cette fois-ci. Vous avez donc bien compris que cet homme avec la marque de feu possède la clé finale, le dernier Rod Poneglyph. Mais surtout, et comme l'a très justement expliqué Shiryu, ce mystérieux personnage n'est pas nécessairement un pirate. D'après l'ancien gardien d'Impel Down, il a bien conscience que le gouvernement mondial est affreusement corrompus et surtout qu'ils ont tout l'intérêt de cacher et protéger un Rod Poneglyph afin d'éviter que le scénario de Roger recommence et qu'un autre pirate obtienne le One Piece. C'est totalement cohérent, vraiment j'aime énormément cette idée et je partageais exactement la même concernant l'arme antique Uranus. À mon sens, que ce soit les armes antiques ou les Rod Poneglyph, ils doivent être redistribués équitablement pour répartir au mieux les rapports de force. Quoi qu'il en soit, s'il s'agit d'un homme du gouvernement, il pourrait s'agir de Garp. Alors je vous l'accorde, il est plutôt lié à la marine, mais ce chapitre nous aurait offert un incroyable indice sur cette théorie. En effet, Garp a utilisé une nouvelle technique face à Aokiji, elle se nomme Blue Hole. Si ça ne vous inspire pas grand chose, alors son nom japonais vous fera peut-être plus réagir car ces kanji signifiaient tomber dans les fonds marins. Est-ce vraiment un hasard que Garp, homme de la marine et du gouvernement, utilise une attaque qui porte le nom des tourbillons et vortex marins, ces mêmes phénomènes qui entraînent les bateaux au fin fond des eaux? C'est quand même pas rien. Garp serait alors l'homme à la marque de feu qui protège le dernier Rod Poneglyph pour Laftel en naviguant sur un bateau noir. Mais là il y a un problème, il n'a pas de marque de feu. Ah bah là, désolé mais c'est plus de 50% de la théorie qui tombe à l'eau hein. Mais bon, on a tellement peu d'indices, peu de recul sur ce personnage qu'on ne peut pas faire autre chose que d'analyser tout le verse de One Piece. Et si Garp n'est pas celui qu'on recherche, c'est peut-être le cas de Dragon. Effectivement, l'autre hypothèse serait que ce soit le chef des révolutionnaires qui possède ce dernier Rod Poneglyph. Alors, on a toujours un problème au niveau de la marque de feu, effectivement, car bien que Dragon ait un tatouage très visible sur le visage, il n'inspire ni une brûlure ni une forme de feu. Cependant, le chef des révolutionnaires pourrait bel et bien invoquer des tourbillons d'eau, et ça, c'est pas du tout à négliger. S'il possède véritablement un fruit du démon lié au climat, tel que le Logia du vent, admettons alors qu'il pourrait totalement créer un tel phénomène en mer, car les tourbillons d'eau peuvent apparaître à cause d'un
d'un puissant vent. Mais surtout dans l'image que l'on voit derrière Lafitte montrant le bateau de l'homme à la marque de feu et un autre bateau pris dans un tourbillon, on peut distinguer en regardant bien que le ciel est très nuageux et très chargé. Cet élément m'a conforté dans l'idée que les tourbillons sont peut-être générés et provoqués par les vents du fruit du démon de Dragon. Cette théorie est également très intéressante car elle permet d'éviter la possession du dernier Rod Poneglyph par un pirate. En effet, Dragon est un révolutionnaire et lui aussi semble vouloir découvrir la véritable histoire et la révéler au grand jour. Son lien avec Clover, découvert au chapitre 1066, explique alors peut-être pourquoi il garderait précieusement le dernier Rod Poneglyph afin d'empêcher n'importe qui d'atteindre l'Aftel. Il le remettrait à son fils lorsqu'ils se retrouveront officiellement pour la toute première fois. Piouf, eh bien c'est pas facile, hein. Il y a tellement de théories, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Je vais pas vous le cacher que j'ai tout faux ou tout juste, il y a peu de chance, sur mes analyses vraiment OSEF. Parce que là, c'est tout ce que j'aime en fait dans One Piece, réfléchir à toutes les possibilités malgré la frustration de manquer d'indices. Bref, je parle, mais ce n'est pas fini car j'ai encore quelques suspects à vous présenter. L'un d'eux serait tout simplement, eh bien, Scooper Gaban. Que dire de plus? Scooper Gaban, on ne l'a plus vu depuis la mort de Roger, on ne sait pas à quoi il ressemble maintenant et il pourrait totalement arborer à la fois une cicatrice ou une marque qui le caractérise, ainsi que naviguer sur un navire noir comme la nuit. Mais surtout, et tout comme Shanks, Gaban sait parfaitement où se trouvent les Rod Poneglyph et pour empêcher quiconque de les trouver, il aurait récupéré celui de l'île des hommes poissons. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a de grandes chances pour que ce dernier réapparaisse dans l'histoire. Si Rayleigh a une place si importante dans le développement de Luffy, peut-être que Gaban sera celui qui apportera la clé finale pour le One Piece. En plus, il était le navigateur de l'équipage de Roger. Ça colle. Également, n'oublions pas ce mystérieux personnage apparu avec Crocus dans la cover du chapitre 631. Son visage est caché, mais il semble être ami avec l'ancien médecin de Roger. Plus encore, la dernière fois qu'on a vu Crocus partager une boisson avec un personnage, c'était avec Rayleigh, également membre de l'équipage du roi des pirates. Le fait d'avoir si peu d'informations sur Gaban fait alors de lui finalement un candidat parfait pour être cet homme si mystérieux. Sans compter le fameux personnage au bandeau pirate sur l'œil qu'Oda nous a teasé en 2007, qui d'après lui pourrait faire son apparition d'ici la fin de l'aventure, eh bien Gaban pourrait effectivement cocher toutes ces cases. Être à la fois le pirate au bandeau ayant une marque de feu sur l'œil et être le gardien du dernier Rod Poneglyph, le protégeant depuis une vingtaine d'années, depuis la mort de son capitaine, c'est beau. Mais je deviens de fada, voilà, je deviens de fou, tellement d'hypothèses qui peuvent correspondre alors qu'elles ont rien à voir l'une de l'autre. J'adore, j'ai trop hâte du moment où Oda va me mettre un gigastop et que ce ne sera aucune des théories que je viens de vous faire. Enfin ça, c'est sans compter ma carte Joker. Et oui, vous avez cru que c'était terminé? Découvrez dès à présent la véritable identité de l'homme à la marque de feu. Les mers de One Piece sont faites de mythes et de légendes, des êtres dissimulés dans le brouillard du triangle de Florian, des géants dans le ciel nuageux de Grand Line, le terrifiant Kraken, une créature mythique et impitoyable. Et puis il y a l'homme qui fut banni par le diable en personne, un certain Davy Jones. Dans le monde de One Piece, Davy Jones était un être tellement cupide qu'il volait son propre équipage, mettant leur propre trésor dans son coffre. Le diable lui-même, abasourdi par sa méchanceté, le maudirent et l'obligea à vivre au fond de la mer pour toujours. Ce qui est étonnant, c'est que Davy Jones n'est pas le seul homme ayant été maudit par le diable à vivre dans les fonds marins. Il existe en effet un autre pirate ayant subi le même destin et il s'agit de Vanderdecken, premier du nom. Ce dernier est encore une fois si cruel, défiant littéralement la colère de Dieu, qu'il fut puni et exilé au fin fond des eaux pour toujours. Une histoire proche de Davy Jones, mais la petite particularité c'est que Decken lui possédait le Hollandais volant, un navire fantomatique sombre. À travers ces deux mythes, nous avons peut-être ici l'origine de ce mystérieux personnage voguant sur les mers avec un Rod Poneglyph, l'incarnation du démon des océans, avide de richesse, gardant jalousement l'une des clés pour le One Piece sur son plus sombre navire, capable d'envoyer ses ennemis dans les fonds marins, cet endroit même où il fut banni et exilé par les dieux et les diables. Finalement, qui est-il? Le véritable Vanderdecken, le véritable Davy Jones, un troisième pirate maudit par les océans? Son navire ne pouvant être l'Hollandais volant, en serait-il cependant une reproduction? Ou alors est-il un autre vaisseau fantôme? Le mystère mérite d'être éclairci, mais l'idée qu'une entité surnaturelle est à l'origine de la légende de l'homme à la marque de feu n'est pas à exclure, car n'oubliez pas que la mer aussi est vivante et que sa malédiction est la plus terrible de toutes.
Eh bien, on aura vu toutes les possibilités, toutes les hypothèses possibles, tout ça pour avoir 0 sur 20, ça me dégoûte. Je reste cependant convaincu qu'il nous manque encore des indices pour avoir vraiment une théorie solide, et je serais absolument pas étonné que toutes les idées que je viens de mettre en avant soient bien juste fausses en fait. Mais ça fait partie du jeu, et plus encore, ça fait partie de la passion qui m'anime pour One Piece. Alors dites-moi à votre tour, quelle est l'hypothèse que vous avez préférée parmi celles que je vous ai données? Je suis sûr qu'il y en a au moins une qui vous a bien fait kiffer. Enfin, j'espère. Quoi qu'il en soit, l'ampleur des récents événements est absolument folle. Le chaos qui se prépare sur Egghead, celui qui se prépare également sur la ruche. L'histoire du manga ne cesse d'être marquée par des changements plus fous les uns que les autres depuis un an maintenant. Depuis la révélation du Gear 5, de l'éveil de Luffy, l'histoire n'est plus la même et aucun chapitre ne nous laisse le répit suffisant pour se rendre véritablement compte des dingueries qui nous sont proposées et surtout des dingueries qui vont arriver. Plus que jamais, n'abandonnez pas One Piece car vous êtes en train de vivre le grand final pour lequel Oda a travaillé plus de 25 années. Peace les bros, à ce soir et à la semaine prochaine.